On repart donc, grosse fatigue. Donc Julie, année usante. Non, l'année a été plutôt bonne, mais je suis quand même fascinée dans ce pays à quel point les vacances d'été sont un moment important. Je te le confirme. Et 2020, crise Covid, etc. On se retrouve à chaque fois 2020-2021 avec 2 étés où en fait la vie reprenait son cours comme si de rien n'était. Et je pense que cet été sera assez tendu. En fait, par les pénuries de main-d'œuvre qui sont marquées un peu partout. Dans l'hôtellerie-restauration, c'est une catastrophe. Tout le monde cherche des solutions pour employer des gens partout. Les transports aériens il manque 500 personnes pour checker les bagages et faire la sécurité à Orly, à Roissy, les grèves chez Ryanair, etc. Donc je pense qu'en fait, cet été, on va voir des choses très concrètes qu'on ne voyait pas les étés précédents, où on avait l'impression de vivre tout d'un coup sous cloche, malgré des années, pour le coup, difficiles avec les confinements, la crise, etc., et des situations économiques bien plus tendues. Et à mon avis, c'est cet été-là qu'on va ressentir, en fait... Alors, tu le dis déjà énervé, en fait, tu le dis déjà tendu. En fait, il va falloir... Non, mais je viens d'y penser, là, en t'écoutant. Il va falloir, notamment dans les cafés-restaurants, qu'on soit quand même beaucoup plus zen avec les gars qui nous servent. Il va falloir être patient. Et zen, zen quand même. Hein. C'est des héros, en fait. Ça a commencé l'été dernier. En fait, premier été où ça rouvre, d'accord ? Tous les clients adorables dans le retail. C'est vraiment les témoignages qu'on a. Hein. Donc les gens contents d'être là, mon café arrive froid, c'est pas grave, etc. Vraiment, nickel. L'été dernier, on a commencé à avoir des comportements agressifs de clients de retail. Et donc je pense que là, tout le monde est, tu vois, sous-staffé, cran, là, et que tu vas rencontrer pénurie de main-d'œuvre, mauvaise formation parce que tu vas prendre des jeunes que tu vas former vite fait, et c'est quand même un métier, tu vois, il y a un peu de développement de savoir-faire et tout, et des clients qui sont sur les nerfs. Et donc, il va y avoir un sujet. Vous avez raison, les gars. Le truc qu'on peut délivrer comme message, c'est chacun de nous, à titre microéconomique, doit essayer d'avoir un comportement irréprochable en tant que consommateur pour éviter que ça parte en vrille dans les restos, dans les hôtels, dans les boutiques de retail, etc., chez les opérateurs de tourisme et tout. Tu sais ce qu'on va faire ? On va venir avec notre café et on va le payer quand même. Et tu sais quoi, on l'échange, je veux bien, mais on l'échange contre départ du resto, d'accord ? Mais tout de suite, tu vois le truc, c'est dingue, hein ? Attends. Tu vois, c'est ça, Clément, le capitalisme. Voilà, là, tu as l'incarnation, le maître étalon du capitalisme. Mais après, tu peux faire une fondation, tu peux donner du pognon à des causes, etc. Mais il faut quand même commencer par générer du pognon pour pouvoir l'orienter là où tu penses qu'il a une utilité. Non ? Moi, je ne sais pas orienter de l'argent que je n'ai pas. Oui, mais là, pour le coup, il a de l'utilité dans le café, non, mais bien sûr. Le pognon. Mais c'est pas un service à lui rendre. C'est pas un service à lui rendre. Il faut qu'il apprenne à faire un effort pour être rémunéré pour son travail. Enfin, n'importe quelle entreprise. Non, mais oui, mais là, tu touches sur ce qui est un des vrais sujets de l'économie française désindustrialisée, c'est que le gain de productivité, ça y est, tu touches à la limite. C'est-à-dire, tu peux pas servir 4 cafés si t'as pas 4... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, c'est pas possible. C'est comme faire les lits dans les hôtels, à un moment, physiquement, ça s'arrête. Je crois qu'aux États-Unis, il manquait 25% d'effectifs dans les hôtels. Donc, il y a un moment où, évidemment, le service n'est pas là. Tu peux pas être à 3 étages en même temps, quoi. Voilà. Il y a un ostréiculteur à Carnac qui vient d'investir dans une super machine qui permet d'avoir des huîtres, tu vois, un distributeur d'huîtres. Voilà. C'est vrai, ça. Mais ouais. Et alors, il est sur une zone de trafic et il dit je vais continuer à vendre des huîtres même quand je peux pas ouvrir parce que j'ai pas de gars pour tenir. Et donc, c'est quoi ? C'est la bourriche qui est au frais C'est emballé, 2 douzaines. Il faut les ouvrir quand même, elles sont pas ouvertes. Tu mets ta carte bleue. Ah oui, il faut les ouvrir. Elles sont fermées, elles sont trucs avec leurs algues, etc. Ouais, voilà, c'est ça. 2 douzaines par 2 douzaines. Mais il va demander de l'equity sur le parc à huîtres. T'as besoin. Non, lui, il est malin, c'est les algues. Il aura toujours besoin des algues. Voilà, t'as besoin de 10 douzaines, tu mets ta carte bleue, ça te sort 5 bourriches. Voilà. Comme pour les baguettes, fut un temps. Ouais. Mais il fut un temps, ça existe encore, un peu, je crois. Sur le marché de Paris. Et on va finir. Et je pense qu'on va avoir une petite accélération. Alors, je ne suis pas spécialiste du retail et tout ça, mais on va peut-être avoir une petite accélération dans la robotisation du retail. Mais en tout cas, c'est intéressant, ça. Voilà, qui va avec est-ce qu'il vaut mieux être livré en 3 heures avec tout le bordel logistique que c'est, ou est-ce qu'il vaut mieux sortir de chez soi avec sa poussette à marcher, tomber devant une vitrine vide, mais avoir un distributeur ? Tu vois ? Et je pense que les deux sont complémentaires, et peut-être qu'on va aussi avoir un shift là-dessus. Voilà. Pas sur tous les produits, voilà, mais pas dans toutes les zones et tout. Mais... Non, ça me fait rêver comme truc, parce que le commerce de proximité, c'est... Bon, mais franchement, faire la queue, enfin, c'est insupportable. Quoi. Voilà, je le dis comme ça, j'ai beaucoup de mal. Et donc là, tu règles aussi ce problème-là, quoi, tu vois.
tu respectes ton commerce de proximité et tu n'as pas quand même à poireauter 20 Et puis minutes. quand tu es là, tu souris au client. Puis quand tu n'es pas là, il voit ton sourire en photo. Non, mais tu vois, ta présence est toujours là. Je me demandais, parce qu'on parlait, tiens, transfo, etc. et tout, fin d'année pour toi, Julie, c'est quoi qu'est-ce qu'elles te demandent, les entreprises, en termes de com, de transfo, de ce que tu leur apporter comme service, justement, aujourd'hui? Moi, j'ai quand même beaucoup de sujets autour de la transformation durable, donc le sujet des engagements sociaux, environnementaux, et comment on communique dans un moment où quand même le greenwashing devient de plus en plus détecté, C'est ça. accusé, etc. Et là, c'était intéressant, notamment dans la finance, où il y avait déjà, évidemment, les activistes, les Oxfam, les Reclaim, etc., qui mettaient beaucoup de pression, les assemblées générales dont on a vu comment elles se sont passées, etc. Et en fait, maintenant, un certain nombre d'anciens Head of Sustainability, responsables de développement durable interne, qui commencent à balancer. Donc Désiré Fixler, on l'a vu chez Deutsche Bank Asset Management. Et je me dis, pour les... Qui commencent à balancer quoi? Qui commencent à balancer du qui sortent, greenwashing? Qui sortent et qui disent, en fait, on fait pas rien. des engagements, on fait du faux. Je trouve que ça met un petit niveau de pression supplémentaire. Et ça, je Ouais, pense mais que... c'est enfin, Deutsche la Bank. question Alors, de la- d'ailleurs, c'était la filiale Deutsche, c'était AWS. Asset Management. DWS. DWS, c'est DWS, voilà, c'est ça. l'acquisition pour greenwashing en Allemagne. Donc C'était- je pense que la pression en tout cas monte encore, et c'est vrai que par rapport aux allégations de ce qu'on est capable de raconter, etc., là, oui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en train de remettre complètement à jour la manière dont elles communiquent sur ces sujets, parce qu'on sent bien que ça y est, Surtout, beaucoup plus de vigilance. Attends, juste une question à Julie, parce que moi aussi, je suis ça quand même de très près. Je ne crois pas qu'il y en ait tant que ça, des boîtes qui s'amusent à communiquer n'importe quoi sur ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je parle de grosses boîtes, hein, évidemment, hein, Julie. Je ne crois pas qu'il y en ait tant que ça. Quand même. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais. Je vais tomber de haut. Ça va être comme pour les Je donnerai retraites. pas de nom. C'est comme pour les retraites, je vais me réveiller, je fais merde, Ouais, on m'a pris non, pour un con. non, quand même. Mais parce qu'il y a aussi un sujet de référentiel commun, de quoi on parle, etc. Et Oui, parce que, attention, si on parle de, notamment, ce grand sujet passionnant d'investissement des banques dans les fossiles, par exemple, je ne crois pas du tout que ce soit du greenwashing, ça. Je veux dire, si tu investis dans Total aujourd'hui, qui est en pleine restructuration, plutôt que du côté d'Exxon, qui est sur une toute autre logique et qui ne va pas du tout investir dans les renouvelables, etc. Non, déjà, c'est ce fameux terme d'impact, c'est-à-dire tu investis là où tu peux avoir un impact. On est d'accord. Mais il y a un grand flou quand même. Enfin, tu ferais un sondage pour savoir les gens qui achètent de l'ISR, est-ce qu'ils savent que l'ISR va dans Total? Je pense que non. Alors. Donc il y a aussi un effet de perception qui est qu'est-ce qu'on me vend derrière tous ces produits durables. D'accord. Je pense qu'il y a un grand flou. Donc il faut une grosse opération de transparence, quoi. Il y aura une grosse opération de Il y aura une transparence, grosse et il va opération falloir de expliquer transparence. effectivement pourquoi il y a des enjeux de conversion qui sont hyper importants et qu'il faut soutenir certains. Qui sont les plus brown to importants. green, quoi. Mais oui, C'est bien ça. sûr. ça porte un nom hein, en technique de gestion d'actifs. C'est Ouais. best in class versus best in universe. Je sais. Voilà. Bon. Et donc, le best in universe avait la cote, le best in class n'avait plus la cote. Mais en Donc, pour dire c'est clair, le grand retour le du best best in in universe, class. c'est-à-dire je n'investis que Dans dans des les boîtes, petites fleurs. exactement, dans des boîtes qui n'ont pas d'empreinte carbone. Voilà, Et donc, tout c'est va bien, j'exclus les tout est pétrolières, merveilleux. j'exclus, etc. Et le best in class, c'est j'ai besoin d'investir dans les pétrolières, mais je vais prendre plutôt Total que Exxon. Mais attends, parce que- pourquoi j'ai besoin d'investir dans les pétrolières? Parce que le monde a besoin de pétrole, Mais- qu'on le non, mais veuille bien ou non. sûr. Voilà, Mais c'est ça, parce hein, qu'il y a je un suis cas économique, responsable en parce qu'il faisant y a un ça. cas économique On est de profit d'accord. d'investissement rentable, enfin, On est d'accord. de sélection de valeur, etc. Et en fait, moi, je pense que l'ISR, historiquement, j'ai évidemment suivi ça dans toute ma carrière dans les services financiers depuis des dizaines d'années. L'ISR a toujours été pénalisé par le fait qu'on mélangeait le E, le S et le G, quoi, pour la faire courte. Donc l'environnement, le social et la gouvernance. Les trois sujets sont importants, mais désormais, il va falloir être très précis sur chacun des trois sujets. Et typiquement sur le E, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas l'empreinte carbone de Total. Ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire de l'empreinte carbone de Total. Exactement. Sauf que, au lieu de payer les armadas de consultants qui ont chacun leur méthode différente, etc., il va falloir mettre de l'intelligence artificielle dans le calcul. Il va falloir normaliser le travail, utiliser de la data, etc. Et il y a des boîtes qui font ça. Il y en a une dont je suis modestement actionnaire qui s'appelle Carbometrics, qui est une boîte qui permet à moindre coût d'avoir une vision normalisée des émissions carbone d'une boîte en aspirant des données. Oui, mais là, Attends. là, le boulot, c'est boulot comptable à l'échelle européenne, il avance vite. Ouais. Ça y est, là, donc le Parlement a voté Voilà, donc l'obligation de reporting, qui est un peu un vote inutile parce que énormément de boîtes le font, mais, me dit Julie, énormément de boîtes le font
Voilà, en mettant pas mal de trucs sous le tapis. Les normes arrivent l'année prochaine, tu auras des normes comptables type IFRS, et là, tu ne pourras plus rien mettre sous le tapis, quoi. Oui, et puis l'investisseur et le consommateur, parce que les deux, c'est les deux moyens de pression qu'on a sur les boîtes. Bien sûr. Vont demander de la data fiable, avec une pérennité du mode de calcul, pour regarder la trajectoire. Oui, et les talents, hein, parce que tu vois, les étudiants de grandes écoles qui aujourd'hui lancent des questionnaires aux boîtes et leur demandent des comptes, etc. Ouais. Enfin, le sujet du recrutement, alors, je pense que c'est crucial pour ces boîtes-là. Et ça revient au deuxième sujet qu'on va traiter dans des questions, qui est le capital humain, c'est l'investissement dans le capital humain, où on sent bien que c'est le deuxième gros sujet de préoccupation des entreprises en ce moment. C'est intéressant que tu parles du rapport de France Stratégie sur que les entreprises doivent changer dans la manière dont elles recrutent. Attends, je vais le donner. Donc, effectivement... alors parlons-en. On n'aura pas le temps de parler de tout, alors, mais c'est pas grave. Mais parlons-en. Effectivement, donc, point de vue... Alors, j'ai deux choses, d'ailleurs. J'ai le point de vue de France Stratégie, et puis j'ai ça, je vous l'avais pas donné, vous l'avez peut-être vu ce matin, le rapport de la Cour des comptes sur l'apprentissage. Là aussi, je tombe de haut, quand même. Alors, je vais très très vite sur le rapport de la Cour des comptes sur l'apprentissage. Je ne sais pas si tu as vu ça, Clément. Donc, on s'est félicités tous ici du million d'apprentis. La vérité, en fait, nous dit la Cour des comptes, c'est qu'il y a eu un effet d'aubaine magnifique. On a balancé en apprentissage avec des primes de 5 à 8 000 euros des gars qui étaient Bac plus 3 ou Master, qui n'avaient de toute façon aucun problème d'intégration dans l'entreprise. Mais en faisant ça, tu as changé l'image de l'apprentissage. Mais pas du tout, en fait. Attends. Bien sûr. Tu rates totalement l'objectif, en fait, d'intégration des sous-qualifiés. Voilà. Et ça te coûte 4 milliards et demi. Alors, si tu veux changer l'image, moi, je préfère donner 4 milliards à Little Wing pour changer l'image d'un truc, si tu veux. Tu vois. Je suis pas sûr d'être complètement d'accord. Vas-y. La première raison, c'est que tu peux être diplômé de l'enseignement supérieur et être sur le carreau. Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, cette filière... non. Si. Bon, d'accord, mais cette filière d'apprentissage, même si ça a recyclé des Bac plus 3, elle nous donne quand même de la main-d'œuvre employable, c'est-à-dire qui a vécu une expérience professionnelle, qui sait ce que c'est que la vie d'une boîte, qui sait évoluer dans une équipe. Mais les mecs en master, ils sont tous en stage, je le sais, il se trouve que... Oui, ils trouveraient des stages. Voilà. Ils trouveraient des stages, bien sûr. C'est du pur effet d'aubaine. Non, il y Jérôme, a aussi le fait que c'est un moyen de dynamiser un sujet qui est assez crucial en France, qui est celui de la formation, parce que du coup, il y a une floraison d'écoles qui proposent leur contrat de processus d'apprentissage, etc. Et peut-être que ces écoles-là, un peu spécialisées, tu vois, souvent montées par les secteurs et tout, sont plus efficaces que l'éducation nationale ou que l'enseignement supérieur classique. Clément, je crois que tu m'en avais parlé. C'est alors toi ou alors Jérôme Matisse, prof d'université comme toi, qui avait senti un peu le truc, qui avait vu effectivement des gars en master partir en apprentissage. Et, tiens, c'est bizarre. Pourquoi alors, cela étant, c'est vrai que la Cour des comptes, c'est toujours un peu l'oiseau de mauvais augure. À chaque fois qu'il y a un truc, paf, le rapport de la Cour des comptes derrière qui dit non, rien ne s'est passé comme. Malheureusement. Non, je pense que de toute façon, chaque mesure, il y a un effet d'aubaine. C'était vrai pendant le Covid, on pourrait prendre 50 exemples. C'est vrai. Moi, je suis assez d'accord avec Jérôme. Oui, avec Jérôme et avec Julie. Honnêtement, bien sûr qu'il y a des effets d'aubaine, mais effectivement, il y a quand même des gros besoins sur des métiers qui, pour l'instant, n'ont pas toujours de main-d'œuvre. Il y a un mauvais appariement sur le marché du travail. Les entreprises semblent dire, dans tous les reportings que fait Pôle emploi ou d'autres instances, qu'elles ne trouvent pas un certain nombre de candidats à des postes, alors c'est sûr, pas des postes qui devraient nécessiter un niveau master, mais enfin des postes qui, grâce à l'apprentissage, peut-être sont pourvus. Franchement, j'ai envie de dire, c'est pas tant. Bon, d'accord, ok. Alors, vous me remontez le moral. Et pas tant d'effets d'aubaine que ça. C'est pas tant d'argent que ça, 4 milliards et demi, camarade. C'est 4 milliards et demi. La BCE est là. Je vais donner un exemple. 4 milliards et demi. Non, je rajoute, il va falloir. 4 milliards et demi d'effets d'aubaine total. C'est 4 milliards et demi. L'enveloppe totale. Bah oui, mais enfin, alors j'ai plus la proportion en tête, mais il doit y avoir 3 milliards d'effets d'aubaine. Et il va falloir rajouter, il va falloir recapitaliser France Compétences. Et non, il va falloir rajouter 3 milliards là-dedans. Vas-y. Un exemple, assure-moi un projet AMUP, créé par les professionnels. C'est quoi AMUP? Je sais pas ce que c'est. Assure-moi un projet. Ouais. D'accord, c'est une filière d'apprentissage créée par la profession du courtage d'assurance, qui avait besoin de ressources, qui n'arrivait pas à recruter, etc., et qui fait un carton. Qu'on soutient, on est un certain nombre de courtiers autour de la table. Et avec des Bac plus 3 et des masters. Etc. Et là-dedans, tu as tous les cycles de professionnalisation, avec plus ou moins diplômés. Et ça permet vraiment de donner de la main-d'œuvre qualifiée qu'on est capable d'employer. Et il y a quand même pas mal de laissés pour compte des quartiers, etc., qui rentrent dans ces filières-là. Non, et j'avoue sans doute qu'il devait y avoir aussi un sujet de simplification.
Sans doute, j'en sais rien, mais le ministère du Travail n'a-t-il pas voulu mettre des effets de seuil, des sorties en sifflet, un peu des comme le trucs comme Covid. ça. Le problème, si on veut que ce soit très efficace tout de suite, ouais, il ne faut tout à pas mettre un formulaire CERFA de 15 pages sur chaque apprenti. Je suis prêt à te parier qu'il va y avoir poursuite de la floraison d'écoles spécialisées, sectorielles, etc., qui vont progressivement C'est un devenir bon très moyen de très mettre de importantes dans le l'argent sur paysage de la l'enseignement formation professionnelle. Mieux vaut et mettre de l'argent là supérieure. pour mettre Sur l'enseignement supérieur. Enfin. quelque chose de totalement inefficace ailleurs, finalement. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est On bien. l'a convaincu. Oui, ça va. Enfin, pas tout à fait, mais ça va. Et donc, difficulté de recrutement, effectivement, France Stratégie. Alors, il n'y a pas la méthodo de la Cour des comptes. Hein, France Stratégie, c'est pas non plus la même chose. C'est du côté des entreprises, écrit France Stratégie, que se situe l'essentiel du problème, à savoir la gestion des ressources humaines, la qualité du management, la réputation de l'entreprise, la psychologie de son patron et les conditions de travail. Un effort ciblé sur les métiers en tension pour augmenter le nombre de personnes aptes à les occuper reste indispensable. De manière encore plus importante, les actions devraient reposer sur un échange personnalisé avec le chef d'entreprise. Mais en fait, moi je vais le dire ça avec un exemple assez simple. Souvent, quand une boîte n'arrive pas à recruter et se plante, dit je trouve pas, etc., par exemple un ou une responsable de paye, souvent le problème est chez le DRH ou la DRH. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'entretien avec le patron que je vais avoir qui ne va pas. Et donc il y a un moment où si tu veux que les gens viennent te voir, il faut qu'ils se rendent compte que l'équipe est accessible, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ne seront pas un numéro, il faut qu'ils se rendent compte qu'on travaille, qu'on est une entreprise en réseau. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et je pense que les entrepreneurs connaissent ça très bien quand ils sont à la tête de TPE ou de PME, ils sont en prise directe. Non, parce que... Mais dans les grosses organisations, c'est plus compliqué. Non, mais attends, les petites, Jérôme, tu sais, il faut reposer, c'est la question, la falaise démographique, elle existe aussi pour les chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, assez majoritairement à la tête des PME et des TPE, tu as des types qui ont très largement plus de 50 ans, 60 ans. D'ailleurs, on va avoir un vrai sujet au moment où ces gars vont se barrer. Au moment où ces gars vont se barrer. Ils ont vécu tous dans un environnement où en fait c'était eux qui avaient l'offre et la demande était en face. Et tu renverses complètement le truc. Ouais. Il faut renverser le mindset dans lequel tu as vécu pendant 30 ans. Managérial, il y a un pivot dans le fonctionnement des équipes et de la boîte, je suis d'accord. Y compris sur le marché du travail, parce que plus on s'approchera du plein emploi, pire ce sera. Ah mais évidemment, maintenant c'est moi la demande et c'est eux l'offre. Tu veux que je te donne un message d'espoir c'est très lié avec un de mes combats qui est l'actionnariat salarié. En fait, tu vois, un patron autocrate dictatorial à tendance autoritaire, qui a toujours dirigé d'une main de fer et qui était habitué à dire je prends pas les candidats, etc. et qui dirigeait et tout. Tu peux pas imaginer même des cinquantenaires, donc des gars de mon âge, des filles de mon âge, qui arrivent et qui disent il faut que je change mon modèle, il faut que j'ouvre, il faut que je donne la donnée, il faut que je partage la stratégie, il faut que chacun puisse réagir, il faut qu'ils aient les chiffres de la boîte, etc. Et ça se termine très souvent par une opération d'ouverture du capital avec des gens qui disent, et ça c'est la grosse fatigue, j'en ai encore pour 10 ans, j'aimerais bien lever un peu le pied quand même pendant ces 10 ans parce que je me rends bien compte c'est maintenant que je suis en bonne santé que je peux faire du bateau. Donc je veux m'occuper de ma boîte. Mais ça c'est quand ils ont monté des boîtes à marge colossale comme RS, tu vois. T'en as qui disent, je ne répondrai pas à cette provocation. Il y en a qui disent, même je n'y arrive pas et donc c'est mon équipe qui va m'aider à le faire. Et en fait, moi j'en vois, mais en caisse-palette, des gens qui sont en train de changer et qui sont prêts à aller jusqu'au bout de la transparence de leur compte, ouverture de leur capital et dire comment est-ce qu'on peut mieux faire, associer les gens à la décision, travailler en réseau, mettre l'intelligence collective autour de la table. Ça existe de plus en plus. Je ne dis pas que c'est un cas général, je dis que j'en vois plein. Voilà. Et que je le regarde bien plutôt qu'à une boîte du CAC parce que c'est plus sympa de travailler pour ça. Je pense que ça va être le gros sujet, je pense, là, dans les mois ou l'année à venir, de se dire comment les boîtes font cette révolution-là, comment elles avancent sur les sujets d'organisation du travail. Aux États-Unis, il y a une étude du Pew Research Center là, qui dit qu'il y a 60% des salariés qui peuvent télétravailler souhaitent le faire. Quand ils ont l'option ouverte. Et notamment, toutes les catégories, évidemment, les femmes, les catégories, les minorités aux États-Unis qui sont mesurées, préfèrent tous. Plus un énorme problème qu'ils ont identifié aux États-Unis, qui est en fait en remote, en télétravail, beaucoup de gens ont pris 2 travails en fait. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire en 20 heures le premier travail, ils ont pris un deuxième, donc ils ne veulent pas retourner au travail. Donc il y a vraiment un rapport qui est en train de changer. Excellent ça. Bien sûr, c'est génial. Qui est vraiment en train de changer. Et tu vois, en Angleterre, qu'on teste avec les universités anglaises et américaines, je crois qu'il y a Oxford, Cambridge dans l'expérimentation de la semaine de 4 jours. Enfin, on est vraiment en train de J'en ai beaucoup parlé ici, je l'ai encore en tête. Statistique, alors je ne peux plus te donner l'origine de la statistique, mais elle était ultra fiable. Donc en Grande-Bretagne, le télétravail a augmenté de 8% la population active féminine.
Spectaculaire, hein. Ouais, spectaculaire, bien sûr. 8% de la population active féminine, absolument. C'est intéressant de voir ce que ça fait sur la croissance, ça justement. Mais c'est ça. Ah ben, ça, c'est vrai qu'on a une chance inouïe d'enfin prouver avec des chiffres que quand tu augmentes la quantité de jours au travail, tu augmentes la richesse. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. J'espère que ça va se produire, parce que sinon, là, moi, toutes mes certitudes volent en éclats. Et d'ailleurs, ça revient sur le débat également sur le temps de travail, etc. En fait, le télétravail fait un peu exploser ça, parce que les salariés peuvent aussi choisir de moduler leur travail un peu plus comme ils veulent. Effectivement, avec des cas, pourquoi pas de cumul d'emploi, etc. Et là, l'employeur, il est sur un contexte de marché du travail très tendu, il n'a pas tellement le choix d'accepter le télétravail, un jour, 2 jours, Oui, 3 jours. sauf que tu vois, ce que racontait Jérôme, c'est-à-dire là où ça va devenir très très compliqué quand même pour les managers et au-dessus pour les patrons. Tu prends il se trouve que hier j'étais avec DevOps, voilà, on va appeler ça comme ça, l'ensemble, donc... Les devs, le gars qui te dit ouais, moi, vous savez, là, à 4 heures, non, parce que je serai sur mon bateau, je vais me mettre sur votre truc à 22 heures, là, on se reparle à 2 heures du matin pour voir si ça vous va. Ouais. Ça va être long, les journées, tu vois. Ouais, ça va être. Oui, et en même temps, Parce que c'était ça qu'il me racontait quand même comme scène. Hein. Ouais, mais on va rentrer de plus en plus, mais je crois que c'est déjà le cas dans pas mal de boîtes qui marchent et avec un management éclairé, on va rentrer de plus en plus dans un management de la confiance. Ouais. Mais donc, on va faire ce qu'on n'a pas appris à faire dans une organisation taylorisée, issue du 19e, où tu contrôles les temps, et tu fais pointer les gens. Tant que le boulot est fait, après... Voilà. Tant que le boulot est fait à telle date. Voilà, le truc qu'il va falloir apprendre à l'encadrement intermédiaire, là je parle en patron, donc vraiment, on va dire Jérôme, il est cynique, etc. Mais ton encadrement intermédiaire, il va falloir lui apprendre à donner cette confiance, mais à la reprendre si jamais elle est trahie. Et en fait, tout le sujet, c'est le passage à l'acte de tu n'as pas été capable d'accepter la main tendue de confiance que je t'ai faite, donc tu ne fais pas l'affaire, et donc dehors. Et ça, c'est un acte de management. Enfin bon, c'est un sujet en soi, mais moi c'était la DRH adjointe de Veolia qui m'avait dit ça très très vite quand on sortait de pandémie, qu'on réfléchissait à ces choses-là. Et il y avait la grande phrase, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu sais, tu l'as entendu partout. Ouais. Je suis désolé, et elle a parfaitement raison, c'est un oxymore. Soit tu fais confiance, soit tu contrôles. Oui, mais... Et ce que dit Julie, et je suis tout à fait d'accord, la demande, ce sera une demande de confiance et de full confiance, mon vieux. Tu me fais confiance, point à la ligne. Oui, si voilà, les résultats... Oui, mais, alors, on va pas dire... En enlevant le mot contrôle, et disons le mot mesure. Mesure de résultat. Je suis désolé. Oui, d'accord. Tu as des KPI. Bien sûr, tu as tes KPI. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il se développe des applications sur lesquelles l'employeur peut savoir ce que fait le salarié sur l'intranet de l'entreprise. Mais ça, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est pas possible. Ça, on s'en fout. Ça va s'exploser. Mais ça, c'est mortifère. Il faut pas que ça se développe. Voilà, exactement. Il faut qu'il y ait plus de confiance. Parce que sinon... un mot quand même, Women's Power, Julie, parce que tu voulais... Alors, tiens, c'est encore une statistique, c'est encore un truc un tout petit peu déprimant, là, quand même. Les dernières stats des grandes écoles. T'as vu ça? Ouais, je t'ai envoyé ça, t'as vu ça. Donc, alors, le fond de la stat, c'est que tout va bien pour les hauts diplômés, c'est extra, on retrouve des niveaux de salaire, etc. et tout, mais les discriminations salariales ne bougent pas. Les grandes écoles tentent de sensibiliser les étudiants, hommes et femmes, et d'accompagner ces dernières dans la négociation de leur premier salaire. Il faut transformer le comportement des jeunes filles quand elles arrivent en phase de négociation de leur job, car elles se disent souvent qu'elles doivent d'abord faire leurs preuves. Dit Alice Guillon, patronne de CIEMA. Voilà, qui est à la tête de la conférence des directeurs. Attends, justement, donnons la parole à... Non, mais ça bouge pas et c'est déprimant. Oui, mais c'est de ta faute, c'est de votre faute. Pourquoi? Mais ce que disent, c'est qu'en gros... Alors, oui, d'accord, le mec en profite en face. Le gars qui va pas donner le même salaire, il en profite. C'est ce que je voulais dire. Mais... Moi, je peux dire que quand tu négocies, tu es une femme, tu négocies avec un client, moi, ça m'arrive aujourd'hui, je peux te dire qu'un mec ne va pas du tout négocier avec une femme comme... À un moment, tu vas avoir un... Oui, mais... Tu vois, quand même, tu peux faire un effort ou tu peux. Ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, j'ai suffisamment négocié de contrats. Non, mais sois clair, Julie, je comprends pas. Qui va te dire à un moment tu peux faire un effort? Ton client. Ton client va te demander un effort qu'il n'aurait jamais demandé parce que. Tu veux dire qu'il va te la jouer à l'affectif? Deux hommes qui négocient ensemble, il va te le jouer à l'affectif. Voilà, deux hommes qui négocient ensemble, à un moment, c'est ton orgueil est plus fort. Mais vis-à-vis d'une femme, il va tenter. Ça arrive très souvent. Et je pense qu'effectivement, quand tu as cette faiblesse-là au départ de te dire est-ce qu'il faut d'abord que je fasse mes preuves quand on te propose une promotion, tu te dis bah non, mais il faut quand même, est-ce que je vais y arriver, etc. Et que tu as été, que tu as grandi dans ce système-là, c'est hyper compliqué de changer ces biais-là. Et moi, j'avais fait chez mon ancien employeur, qui était un grand groupe de communication que je ne citerai pas, on avait eu accès aux écarts de salaire, puisqu'il voulait qu'on fasse une initiative Woman, etc. Je dis très bien, groupe de com, donc 60% de femmes. Quand tu recrutais des jeunes diplômés, les salaires étaient à peu près équivalents, comme tu recrutais quand même beaucoup de femmes. Bon,
tu sortais de l'école, salaire équivalent. Le deuxième job, genre à 30 ans, le marché te renvoie une différence de 25%. C'est-à-dire les filles demandent 25% de moins que les hommes. À 30 ans. À 30 ans. Donc là, c'est pas des questions de carrière interrompue, de t'as eu 3 gosses, de choses comme ça. Tu vois, Non. à C'est le 30 ans, mindset. c'est déjà dans le mindset, elles demandent 25% de moins. Donc si tu les recrutes et que ça se passe bien, au moins tu sais que tu les augmentes en année 1 fortement, ce que personne ne fait. Dans les cercles de management, tu as 35% d'écart de salaire. Et là, tu es vraiment dans la gestion des agences de com, etc. Donc, tu vois, c'est absurde, quoi. Et ce groupe-là, en l'occurrence, c'est il y a quelques années, quand on leur a dit, on était 4 filles en disant on vous fait le programme pour changer ça, ils ont repris le contrôle gentiment et puis ils nous ont jamais laissé faire, on est toutes parties. C'est ça, t'es parti. Évidemment. Ouais. Moi, pendant des années, j'ai tourné dans des clubs d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour leur dire sur les REM, conseils, comment structurer sa structure de REM, etc. Et faites gaffe, toujours le message, faites gaffe aux écarts hommes-femmes, vérifiez vos grilles et tout. Puis un jour, je suis rentré au bureau. Et puis à l'époque, j'avais 4 commerciaux. T'as regardé chez 2 toi. gars, 2 filles. Je me suis dit, il faudrait quand même que je regarde. Et là, je me suis rassuré en me disant, mais c'est pas de ta faute. En fait, tu as importé une discrimination qui avait été faite par d'autres. Et donc, tout le monde avait eu l'impression, j'avais eu, et moi le premier, de bonne foi, embaucher les gens en leur faisant faire un bon, tu vois, pour qu'ils viennent. Mais j'avais quand même des filles qui étaient payées 30 000 balles, 20 000 balles de moins que les gars. Voilà. Et donc, j'ai allé voir les gars et j'ai dit, on peut pas tout faire d'un coup, mais en fait, on va d'abord rattraper les filles. Alors, il se trouve que moi, il y avait quelque chose de remarquable donc chez Next Radio TV, là où je travaillais avant. Donc, je dirigeais, moi, la filiale BFM Business. Bon, mais tu diriges une filiale. Donc, on te donne finalement un volant d'augmentation, avec en plus des règles, alors qui sont discutables, mais qui sont intéressantes. Il fallait qu'il y ait au moins 40% de tes effectifs qui soient augmentés. Tu ne pouvais pas tout mettre sur 3 gars. Il fallait qu'il y ait au moins 40% de tes effectifs qui soient augmentés. Bon, tu avais ça. Et une fois que tu avais distribué ça, tu avais une enveloppe spécifique de réduction des écarts de salaire homme-femme. Et je peux te dire que tu allais puiser dedans, parce qu'en fait, ça t'augmentait l'ensemble de ton volet, et tu allais les chercher partout. Parce que nous, journalisme, etc., je dois dire qu'ils sont quand même compliqués à trouver, les écarts de salaire homme-femme. Là, pour le coup, les nanas qui, sans doute aussi, c'est dû à une profession où il faut mettre le pied dans la porte, donc elles mettent le pied dans la porte, donc je pense que les écarts de salaire ne sont pas énormes. Mais tu allais les chercher absolument partout pour aller gratter un peu de ce pognon qui était à ta disposition, toi, en tant que patron de filiale, et que tu voulais surtout pas renvoyer dans la maison mère. Donc c'est un très très bon dispositif. Oui, le seul débat après, c'est est-ce qu'il faudra passer encore une fois par la loi ou pas. Et ça rappelle la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Alors on peut imaginer plein de choses. Le problème des lois. Je l'ai oublié, celle-là, c'est quoi la proposition? C'est une proposition de dire, puisque ça n'avance pas, en tout cas que le changement n'est pas suffisamment rapide, on décrète une loi avec un système d'amende en fait pour les entreprises où il y aurait un écart. Oui, mais ça, elle existe, les amendes. Donc on n'a pas le temps d'en parler, mais Google paye combien? 186 millions d'euros là pour des écarts de salaire homme-femme. Donc voilà, est-ce que c'est, mais bon, en même temps, c'est difficile à appliquer dans les entreprises, même dans les PME, etc. C'est quelque chose qui est. Et puis même pour les femmes, de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son employeur. Pourrais-je pas aller porter plainte pour une discrimination? C'est quelque chose qui est difficile. Donc là, effectivement, c'est 118 millions de dollars, voilà, très exactement, pour 15 500 femmes ayant traversé à des postes divers chez Google depuis 2013, sur des faits donc relatifs à des discriminations en termes de salaire et d'avancement. Même chez Google, du coup. C'est-à-dire que c'est pas la même chez Google, mais ils payent 118 millions de dollars. Est-ce que... tu vois. Merci, chers amis. Voilà, tour de l'actualité. Demain, évidemment, Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouve lundi.